spéciale. Édition spéciale. Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau de KTV et de Coésie FM, le 106.9 pour ce point d'information, cette édition spéciale. Comme nous le faisons tous les jours, de 9h à 18h, toutes les heures, pour suivre et vous faire vivre au plus près le déroulement de ce procès que l'on appelle l'affaire Roux, qui a commencé depuis lundi matin. 14h, on part immédiatement du côté du tribunal de Mamoudzou pour avoir les dernières informations, retrouver Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Samuel, bonjour, où en est-on des audiences du côté du tribunal de Mamoudzou ? Oui, bonjour, écoutez, aujourd'hui, en ce moment même derrière moi, il y a une séquence visioconférence avec le médecin légiste, celle qui avait été empêchée hier en raison de problèmes techniques. Donc là, je vais la rejoindre dans quelques instants pour découvrir ce qui va être dit. Juste après, on va continuer sur la visioconférence avec les auditions, normalement de témoins, Michel Alise notamment, oui, l'ancien directeur d'enquête de cette fameuse affaire. Mais pour le moment, la première phase, en tout cas, ça a commencé à 9h30, ça a été séquence émotion. Alors, je m'explique, séquence émotion, pourquoi ? Simplement parce que le président a appelé à la barre chacun des prévenus. Il leur a demandé ce qu'ils devenaient, ce qu'ils étaient, quels étaient leurs projets de vie et comment ils ressentaient les choses. Eh bien, depuis 5 ans que cette affaire a été ouverte, instruite, on a vu d'autres visages que de personnes qui se défendent et qui doivent s'expliquer de faits. On entend des personnes qui regrettent, on entend des personnes qui souffrent, on entend des personnes qui se reconstruisent ou qui sont encore détruites. Je pense à Jérémy Bouclé qui est en dépression, qui a demandé à ce qu'on lui retire son arme, lui soit retirée, son arme de service. Il est aujourd'hui au commandement de Mulhouse. Le commandement, c'est où on répond au téléphone. C'est un poste important, certes, fondamental et clé, mais c'est un homme qui est profondément touché, qui reconnaît ses erreurs. C'est plus le même homme que nous avons entendu hier. Les mots sont totalement différents. Il ne parle plus de Mzungu, de ces gens-là. Non, on sent qu'il a un cœur, qu'il souffre lui aussi. Il exprime peu de regrets, en revanche. Il y a aussi Frédéric Blondel qui avait été, j'ai envie de dire, pathétique le premier jour, parce qu'il fallait revenir en arrière, expliquer les faits. Là, aujourd'hui, elle parle d'elle, de sa vie. Elle passe un brevet supérieur technique pour être coiffeuse, pour ouvrir une entreprise à La Réunion, parce qu'à Mayotte, c'est plus possible. Il y a Daniel Papa, ce gendarme qui, aujourd'hui, n'est plus enquêteur, mais est toujours gendarme à La Réunion, avec une femme qui est policière. Il a fallu des années pour qu'ils puissent retravailler ensemble. Ça a été extrêmement compliqué. Mais voilà. Donc, c'est vraiment... il y a aussi, j'ai envie de dire... C'est peut-être ce que ce procès apportera de plus beau, peut-être, si on peut s'y tenter que ce soit possible. Mais c'est Vincent Waro qui était un jeune homme toxicomane qui a planté sa vie en raison de la consommation de drogue. Aujourd'hui, c'est un homme qui est arrivé, c'est ce qu'il a dit. Je retrouvais la maturité, l'hygiène mentale, et je me suis reconstruit. Maintenant, il faut que je démontre à tout le monde que je suis véritablement un adulte. Et si ça peut servir d'exemple à quelqu'un, au moins que ça serve à quelque chose. En tout cas, effectivement, comme vous le dites, séquence émotion. Certains, il me semble que c'est Waro qui a poursuivi un cursus d'études. Oui, tout à fait. C'est un monsieur qui a un bac plus 5, qui avoue à la barre tout à l'heure que à ce bac plus 5, il ne l'a pas validé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où il avait le tronc commun, il avait les écrits, il manquait plus que quelque chose à passer, c'est la drogue qui l'a planté. Tout simplement. Donc il a planté sa vie, la drogue l'a planté. Il est responsable, il veut grandir maintenant et il veut avancer. D'ailleurs, à 43 ans, il envisage justement d'achever son cursus. Bien, merci beaucoup pour ces précisions, Samuel. On vous laisse aller suivre les visioconférences. On le rappelle, visioconférence avec le médecin légiste et puis avec Michel Alise et Monsieur Duvareil par la suite. Alors, une information d'importance, et capitale aussi, c'est ce qui se dit aujourd'hui. On croyait que le procès pouvait s'éterniser peut-être au-delà de vendredi. Ça ne sera certainement pas le cas. Aujourd'hui, Mathias Belmer va être auditionné dès qu'il sera à Mayotte. Ce sera l'avion 12h40 d'Air Austral, le UU274, avec une arrivée ultra rapide sur la salle d'audience. Et en effet, on pourrait passer demain aux plaidoiries et aux réquisitions et la mise en délibéré. D'accord, cette information est importante effectivement, puisque c'est vrai qu'on pressentait éventuellement un procès à rallonge, et puis cette autre information que nous avions déjà, l'arrivée de Mathias Belmer pour 12h40 qui sera donc cet après-midi bel et bien dans la salle d'audience, peut-être pas entendu d'ores et déjà, mais présent dans la salle d'audience. Tout à fait. Il y aura d'abord un rappel des faits, chef d'accusation,
et après on procédera à son audition. Merci beaucoup Samuel, on vous retrouve à midi pour le dernier point de la matinée. À tout à l'heure. Pas de problème, tout à l'heure. C'était Samuel Bocher, donc en direct du tribunal de Mamoudzou avec ce qu'il a appelé la séquence émotion. Effectivement, tous les prévenus qui sont passés à la barre pour expliquer ce qu'ils étaient devenus depuis, comment ils vivaient et dans quel état ils étaient. Et effectivement, on a pu avoir des versions complètement différentes, et notamment ce Jérémy Bouclé, qui n'est plus du tout le même homme qu'hier, beaucoup moins d'assurance et plus du tout la même attitude. Nous avons reçu énormément de messages suite au précédent flash d'information où on avait Patrick Millan en direct de Paris et les explications qu'il a pu donner sur cette affaire qu'il connaît particulièrement bien. Ce que l'on va faire pour essayer de répondre au plus de questions possibles pour ceux qui n'ont pas eu l'intégralité tout à l'heure de cette intervention, nous allons aller le retrouver à nouveau. Patrick, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr, je suis avec vous, avec grand plaisir. Donc voilà, je l'expliquais, beaucoup de questions nous sont arrivées depuis tout à l'heure, depuis votre intervention, pour essayer de mieux comprendre cette affaire. Quels sont les différents protagonistes, comment ça fonctionne, de quoi et d'où part l'affaire, qu'est-ce qu'exactement le GIR, qu'est-ce que la section de recherche, et que peut-on attendre de ces visioconférences qui vont avoir lieu avec le patron de la section de recherche et son numéro 2. Ben, écoutez, oui, effectivement, ça va reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je comprends qu'il y ait plein de questions, parce que quand on n'est pas dans l'affaire, c'est évidemment compliqué. Il faut comprendre qu'il y a deux enquêteurs, deux unités enquêtrices différentes. Il y a la section de recherche, qui est une unité composée d'enquêteurs, de gendarmes. D'accord. Et puis, il y a le GIR, qui est une unité d'enquêteurs composée de douaniers, de policiers, de gendarmes, de gens du fisc, et qui sont là pour enquêter. Mais qui, en règle générale, les GIR, il y en a partout en France, n'enquêtent pas tout seuls. Ils sont souvent co-saisis. Ça veut dire qu'ils viennent en appui d'autres services enquêteurs. D'accord. Voilà, ça c'est deux services totalement indépendants et qui fonctionnent, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, même s'ils peuvent fonctionner ensemble dans le cadre d'une enquête. Le GIR à Mayotte a été créé suite à la découverte d'un gros... d'une grosse quantité. Une grosse saisie de stupéfiants. Un Kwassa arrive sur les bords de Msapéré et on saisit à l'intérieur un peu plus de 4 kilos de cocaïne. Alors, c'est pas passé aussi simplement que ça. Les gendarmes sont arrivés, ils ont fouillé ce Kwassa et n'ont rien trouvé. Un Kwassa, il n'y a pas grand-chose à fouiller, donc une fois qu'on a bien regardé, tout vidé, on n'a rien trouvé. Le capitaine Gauthier, patron du GIR, arrive sur place et lui découvre, comme ça, c'est aussi ça, parce qu'il est le patron, il découvre 4 kilos et demi, je crois, de cocaïne. Il y aura des analyses qui seront faites sur ces 4 kilos de cocaïne qui démontreront qu'en fait, ce n'était pas du tout de la cocaïne, mais de la poudre de manioc. La poudre végétale, en tout cas, de produits locaux. Ce qui n'a aucun rapport. Ce qui n'a strictement aucun rapport. Mais grâce à ça, il était permis de dire qu'à Mayotte, il y avait du trafic de stupes. Et donc, il fallait créer le GIR. Et donc, après la saisie de ces pseudo-kilos de cocaïne, Nicolas Sarkozy et avec les généraux et les différents membres désignés ont créé le GIR à Mayotte. Et donc à la tête, on retrouve Gérard Gauthier, un gars qui arrive de Rennes. Et puis à la tête de la section de recherche, ce que je vous expliquais tout à l'heure, un autre organisme qui fait des enquêtes pour le compte de juges d'instruction, arrive également avec, quelques semaines ou quelques mois plus tard, mais ils se connaissent très bien, avec Gérard Gauthier. Alise et Gauthier sont deux amis qui arrivent de Bretagne. Alise va s'occuper de la section de recherche et Gauthier du GIR. Et puis arrive l'affaire Roukia. Telle qu'on la connaît, on retrouve effectivement cette jeune fille décédée, a priori morte d'une overdose. Ah, je vous ai perdu. Ah oui, effectivement, nous avons perdu. Nous avons le son, mais pas l'image. On vient de vous retrouver, mon patounet, avec une grande joie, évidemment. Donc on disait, arrive cette affaire Roukia et cette jeune fille décédée des suites d'une overdose.
a priori d'une overdose. À l'époque, on pense qu'il s'agit d'une overdose. Et donc, il y a une instruction qui est ouverte. C'est le juge Hakim Karki, l'excellent Karki, dans le cadre de cette instruction en tout cas, qui se met à la tâche et qui confie l'enquête à la section de recherche. D'accord. Donc, à Michel Alise, l'ami de Gérard Gauthier. Et Michel Alise, qui, au fur et à mesure de l'avancée de son enquête, se rend compte que le GIR a un lien fort avec cette enquête. Et il découvre au fur et à mesure que le GIR aurait commandé de la drogue à Anjouan pour la faire venir sur Mayotte. Alors, faire venir de la drogue, quand on est un service d'enquête, c'est pas illégal. Il faut savoir que ça s'appelle un coup d'achat. Il y a d'autres termes, hein, mais grosso modo c'est ça. C'est-à-dire qu'on organise l'achat de produits stupéfiants pour comprendre le réseau, mais tout ça, ça se fait avec l'accord d'un procureur. Tout le monde est au courant, tout le monde il y a les autorisations de tout le monde pour mettre ça en place. Or, Alise se rend compte très vite que c'est fait pas forcément dans les règles. Il en réfère à son supérieur. Son supérieur, ce n'est pas Gérard Gauthier, ce n'est pas le colonel Bourgerie, patron de la gendarmerie, ce n'est pas le préfet, c'est le juge d'instruction. Là, Alise, il pourrait très bien être sergent alors qu'il a un patron qui est colonel. Ouais. Il est patron d'enquête, là, il n'y a plus de notion de hiérarchie. Il répond... Patrick, vous nous expliquez qu'il ne donne pas les éléments de son enquête au patron de la gendarmerie ? Non, il les donne au juge d'instruction qui lui commande l'enquête. Le patron dans cette histoire, c'est le juge d'instruction. Évidemment, et vous avez raison Flo, c'est pas de nature à faire plaisir au patron de la gendarmerie, qui était à l'époque le colonel Bourgerie, et qui supervisait le GIR et la section de recherche. Et donc, un colonel Bourgerie et donc le préfet de l'époque, et les généraux également de l'époque, étaient tous au courant de l'histoire. Il fallait absolument trouver le moyen de faire taire Alise et de tenir Alise. Or, Alise, intègre, droit et honnête, référait et renseignait systématiquement le juge d'instruction et pas sa hiérarchie. Et là, c'est là où ça a véritablement commencé le pataquès. Parce que, du coup, le juge d'instruction, Hakim Karki, qui n'a pas eu froid aux yeux, il a dit, écoutez, c'est très simple, Michel Alise, vous allez mettre sur écoute les gens du GIR. D'accord, c'est la section de recherche de la gendarmerie, le service de la section de recherche met sur écoute le service du GIR. Exactement. Alors imaginez ce que ça peut donner. On est sur des pièces qui sont juste à côté l'une de l'autre. C'est-à-dire que dans un bureau à côté, on va écouter ce qui se passe à côté sur des collègues. C'est tout simplement incroyable. Mais le juge d'instruction l'avait demandé. Et là, Alise, évidemment, n'en réfère à personne, ni au GIR, ni au colonel Bourgerie. Pourquoi ? Parce que le juge d'instruction l'a dit, si jamais vous dites quoi que ce soit au colonel Bourgerie ou aux agents du GIR, je vous retire votre carte d'officier de la police judiciaire. D'accord. Donc, lui, il n'a pas le choix. Il est obligé d'obéir au juge d'instruction. Et donc, le colonel Bourgerie et les agents du GIR ne sont pas au courant qu'ils sont sur écoute. Et là, il apprend avec les écoutes, effectivement, qu'il y a régulièrement des quassas qui arrivent avec du stupéfiant. Alors, que les choses soient très claires, les gendarmes, en tout cas ceux du GIR, n'ont pas fait ça pour s'enrichir, gagner de l'argent, revendre. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans la gloriole, dans la médaille. Nous aussi, on fait du chiffre. Nous aussi, on fait du résultat. Et le but, c'était de montrer qu'ils étaient capables de faire un certain nombre de choses. Alors, ces choses étaient souvent organisées. Les quassas arrivaient, les tontons, c'est-à-dire les informateurs, informaient effectivement le GIR. Ils étaient souvent aussi des passeurs. J'ai entendu tout à l'heure parler maître Larifou de son client qui était un indicateur à qui on avait promis des papiers en échange d'informations. Processus qui n'existe pas en métropole. En métropole, les informateurs sont immatriculés, c'est-à-dire sont reconnus et sont payés. Certes, pas beaucoup, mais sont payés. À Mayotte, il n'y a pas de moyens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On file du papier. Parce que ici, avoir des papiers, c'est toute une vie qui change. Et les agents du GIR à l'époque se servaient de ça pour obtenir des informations, qui est largement discutable. Quoi qu'il en soit, cette drogue qui, à un moment donné, est rentrée régulièrement sur Mayotte, permettait aux agents du GIR de comprendre le réseau. Seulement, voilà, les indicateurs, vulgairement appelés tontons, il fallait manger. Vu qu'ils sont pas payés, ok, on leur donne les papiers, mais il faut bien manger, il faut bien vivre de quelque chose. Eh bien, on leur redonnait de temps en temps
un peu de stupéfiants, et avec ça, ben, ils devaient le revendre et gagner leur vie comme ça. Alors, on ne donnait pas des tonnes, on donnait quelques grammes. Et puis dans l'affaire Roukia, il y a ce produit qui arrive, qui est testé, qui répond pas forcément à la cocaïne, en termes de test, hein, je parle. Oui, 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 oui. Ni vraiment à l'héroïne parce qu'on n'avait pas tout le matériel qui allait. Enfin bref, on glisse ça dans une enveloppe et on donne ça à un tonton et on lui dit bah écoute allez vas-y vends ça, démerde-toi avec ça et on met ça dans une enveloppe craft estampillé gendarmerie. Et à ce moment-là, Gérard Gauthier, patron du GIR, lui part en vacances. Et c'est ces hommes qui ont la mission, je dis bien la mission, de redonner ça, effectivement, au tonton. Le tonton, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va chercher ses fournisseurs. Les fournisseurs, c'est qui? Eh bien, c'est les consommateurs. Et c'est notamment Mathias Belmer, un toxicomane connu, un toxicomane notoire, connu et reconnu sur Mayotte. Tout le monde savait qu'il était toxicomane et à toutes sortes de drogues. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il achète ces quelques grammes. Seulement, dans cette enveloppe, c'était pas de la cocaïne. Eh oui. Après, on verra ce que va dire effectivement le médecin légiste. On va voir ce que vont dire effectivement les visioconférences. Mais on va se rendre compte très vite qu'en fait, il s'agissait d'héroïne. Or, l'héroïne s'injecte, ne se sniffe pas comme la cocaïne. Mathias Belmer, lui, ne savait pas que c'était pas de l'héroïne. Il pensait que c'était aussi de la cocaïne, même s'il a dit ça paraît bizarre, cette couleur, elle est bizarre. Il la sniffe. C'est un toxicomane, il a l'habitude, son organisme l'absorbe. Évidemment, il est touché par cette drogue. Les effets se font sentir de suite, mais vont pas beaucoup plus loin. En revanche, il en propose à Roukia, qui elle n'avait jamais consommé de drogue dure. En tout cas, les analyses le démontreront. Et donc, elle, croyant que c'est de la cocaïne, comme Mathias Belmer, va sniffer cette héroïne. L'héroïne ne se sniffe pas, elle s'injecte, et là, ça lui brûle l'intégralité des poumons, et elle meurt, en fait, d'après nos informations, elle meurt étouffée. Et voilà l'histoire. Après, il y a effectivement Madame Blondel qui va transporter le corps. Oui, oui, Blondel, c'est la patronne de Mathias Belmer. Mathias Belmer qui est complètement paumé, il appelle Blondel, qui faisait aussi partie des consommateurs de certains stupéfiants. Donc c'est un peu tout ça, c'est la même danse, la même famille. Donc l'histoire, vous la connaissez, va emballer le corps dans du papier bulle et va tenter de le dissimuler sur une plage du Sacouli. Patrick, mais alors à ce moment-là, quelle est la position de Michel Alise, qui lui est à la tête de la section de recherche? Où en est Alise? Où en est le juge? Que fait le procureur? En ce moment ou à l'époque? À ce moment à la découverte du corps de Roukia, puisqu'on a vu tout à l'heure que M. Alise avait déjà enquêté et se rendait compte d'un système qui n'était pas tout à fait réglo. Oui, alors attention, l'enquête elle démarre après la découverte du cadavre, hein, D'accord. du corps de Roukia. Donc évidemment, après on remonte sur des fadettes. Les fadettes sont des factures détaillées. Ouais. Factures détaillées, fadettes. C'est pas des écoutes. Ça veut dire qu'on remonte sur un numéro de téléphone pour savoir qui a appelé qui et à quelle heure. Voilà, mais ça permet pas de savoir ce qui a été dit. C'est pas les écoutes. En revanche, de partir du moment où il y a eu ce découverte le corps de Roukia, oui, il y a eu des écoutes au niveau du GIR et ça continuait. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a encore du stupéfiant qui rentre. Et c'est comme ça qu'on arrive de fil en aiguille à découvrir, à comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que ce qui s'est passé pour Roukia a continué après l'affaire Roukia. C'est là où on peut se dire, mais c'est tout simplement incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que, en tout cas, là, ça n'engage que moi, ce que je veux dire, Flo, c'est que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans le cadre du procès des lampistes, des seconds couteaux. Oui. Le patron du GIR, ok, il était en vacances au moment des faits, il venait de partir en vacances, mais c'est lui qui donne les instructions. Il est témoin assisté, il risque pas grand-chose dans cette histoire. Le colonel Bourgerie, le patron de la gendarmerie de l'époque, qui était parfaitement au courant de l'histoire, parfaitement au courant, puisque il voulait absolument, il mettait la pression sur Michel Alise pour avoir les informations. Michel Alise ne lui donnera jamais. Il mettait la pression également sur le GIR pour avoir toutes les informations, pour tout contrôler. On le voit pas au procès. Le préfet de l'époque, qui était au courant par Thomas Bourgerie, le colonel de la gendarmerie, on le voit pas ce procès. Les généraux qui étaient au courant, qui ont tenté d'intervenir sur le dossier en appelant, mais également en envoyant des mails au juge Hakim Karki, il n'y est pas ce procès. On retrouve qui, honnêtement? On retrouve quoi? Un toxicomane, Mathias Belmer? Ok. On retrouve les policiers, Jérémy Boulet, d'accord, qui ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Daniel Papa,
des petits grades. Oui, C'est eux qui appellent, mais c'est pas eux qui décident. Jamais un gendarme, jamais un policier va prendre ce genre d'initiative sans en référer à sa direction ou sans. C'est des instructions qu'ils appliquent. Voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, le procès qu'il y a, effectivement, il est spectaculaire, évidemment qu'il est important pour la famille, évidemment, mais pour moi, ceux qui auraient véritablement des choses à dire ne sont pas là aujourd'hui. Vous, Patrick, au moment des faits, de par votre métier notamment, vous voyez fréquemment avec messieurs Gauthier, Alice, c'est des gens que vous connaissez, que vous avez côtoyés. Que je connaissais, ce sont des gens que j'ai effectivement rencontrés dans le cadre de mes enquêtes, voilà. Où j'ai pu rencontrer effectivement à 2 ou 3 reprises Gérard Gauthier, notamment une rencontre au 14 juillet, où je lui pose la question, c'est de la cocaïne ou de l'héroïne? Et là, je sens un moment de flottement quand il m'en parle. Il dit non, c'est de la cocaïne. Je dis, moi j'ai de l'information comme quoi c'est de l'héroïne. Mais non, c'est pas possible. Ah, mais non, c'est pas vrai. C'était de l'héroïne. Enfin, on a senti que, donc il était parfaitement au courant de l'histoire. D'accord. Même si aujourd'hui il dit que, moi, lui, il était pas au courant, il était en vacances. Je peux vous dire qu'il était au courant. J'en ai parlé avec lui dans le cadre de l'enquête. J'ai également parlé effectivement avec Michel Alise sur l'enquête. Alors Michel Alise qui était extrêmement discret, lui il était patron de l'enquête, donc il avait le droit de donner aucune information. On essayait d'en savoir plus. J'ai essayé également de rentrer en contact avec le juge Hakim Karki pour avoir plus d'informations sur à l'époque sur ce dossier. Évidemment c'est un juge d'instruction, donc extrêmement compliqué d'avoir des informations. Et puis il y a cette histoire où on révèle effectivement l'histoire des indicateurs, avec ce témoignage de Denise Humblot que l'on a intégralement diffusé dans France Mayotte, où elle explique, elle, Tonton du GIR, Tonton c'est un indicateur, Ouais. Tonton du GIR, c'est-à-dire que elle est là pour remonter des informations au GIR sur certains trafics de stupéfiants, et en échange de ça, elle devait toucher de l'argent, avoir des papiers et être immatriculée. Et elle raconte tout ça, et tout ça, ça a été diffusé dans France Mayotte et sur Quasi FM. Or, le capitaine Gérard Gauthier, patron du GIR à l'époque, dit « Mais non, tout ça c'est faux. France Mayotte invente, c'est du sensationnalisme. » Oui. Et donc, porte plainte pour diffamation contre le journal. Et donc contre le directeur de publication et le rédacteur en chef, en l'occurrence Samuel Bocher. Et donc, du coup, vous retrouvez auditionné. Et je me retrouve d'abord mis en examen devant un juge d'instruction pour avoir fait un article et avoir fait témoigner une personne qui voulait absolument témoigner. Ouais. Et évidemment, avant de diffuser cette interview, on avait vérifié les dires de cette dame. On avait récupéré des documents qui, vous allez le comprendre après, étaient des documents confidentiels défense sur lesquels on pouvait effectivement s'appuyer, mais ne jamais diffuser. C'était des documents confidentiels défense. Et malgré ça, le capitaine Gérard Gauthier porte plainte pour diffamation. Et là, j'explique au juge d'instruction à l'époque, donc puisque je suis mis en examen à cette époque, que j'ai les preuves de ce que je dis. Mais comme on est journaliste, en tout cas organe de presse, l'instruction ne pouvait pas prendre nos éléments, c'est la règle, c'est la loi. Donc je me retrouve en examen. Et donc du coup, le lendemain, on publie le document confidentiel défense pour montrer que Gérard Gauthier mentait et que nous disions la vérité, puisqu'on avait les documents. Et ce document confidentiel défense montrait quoi? La signature de Gérard Gauthier, son nom, le nom des indicateurs, dont Denise Humblot, l'immatriculation, des factures, de l'argent, des mandats qui ont été envoyés à Denise Humblot. C'était bien la preuve que Denise Humblot était bien un indicateur du GIR, contrairement à ce que disait Gérard Gauthier. Et là, évidemment, on s'est retrouvé non plus devant un juge d'instruction, mais en garde à vue chez les gendarmes, en petite terre. Ça a duré 13 heures. Alors, évidemment, on me parlait de l'affaire Roukia, de recel de documents, mais le fond de l'histoire, il voulait surtout savoir comment on avait eu ces informations-là. Et là, c'était un peu anecdotique. Évidemment, ces informations, ils attendent toujours. Ils les attendent toujours, effectivement. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions, Patrick. On y voit quand même beaucoup plus clair. On va avoir dans quelques instants, normalement, la visioconférence avec le lieutenant Michel Alise. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en attendre ? C'est très important. À mon avis, pourquoi? Parce que Michel Alise, qui est le directeur d'enquête. Attendez, c'est pas n'importe quoi. C'est le patron de l'enquête sur l'affaire Roukia. Eh oui. C'est pas n'importe qui. C'est le gars qui a tous les éléments. Les éléments de ce qui s'est passé au sein du GIR. Lui, il sait. C'est lui qui a mis en place les écoutes. C'est lui qui a écouté. Il a mis également en place le reste de l'enquête sur le problème du recel de cadavres, sur tous les éléments. C'est le patron de l'enquête.
Et c'est un patron d'enquête qu'on a débauché, qu'on a dégagé, parce que justement, il ne remontait pas les informations à sa hiérarchie, et notamment au colonel Bourgerie. Et donc, on l'a dégagé. Et l'affaire s'est un peu arrêtée. Et puis après, il y a eu l'histoire que l'on connaît avec cette personne qui explique que Hakim Karki l'aurait violé. Donc du coup, toute cette histoire tombe un petit peu à l'eau, les éléments tombent à l'eau. Et puis il y a le procureur, le nouveau procureur Garrigue, Joël Garrigue, qui a fait un travail extraordinaire pour reprendre tous les éléments et faire une synthèse que vous pouvez entendre aujourd'hui. Donc oui. Les déclarations de Michel Allize vont être extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, et surtout, elles vont permettre de faire comprendre aux juges actuels, aux témoins, aux avocats, ce qui s'est réellement passé. Et là, j'aimerais vraiment être une petite souris pour entendre Michel Allize lors de cette visioconférence. J'espère qu'il n'y aura aucun problème technique sur cette visioconférence. C'est déjà arrivé. Effectivement. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces précisions et qui nous ont permis de répondre aux nombreuses questions des auditeurs et téléspectateurs. Merci Patrick, à très bientôt et bonne chance pour votre rendez-vous d'aujourd'hui. À tout à l'heure, merci. C'était donc Patrick Millian en direct de Paris où il se trouve... Ça n'a aucun rapport avec l'affaire Roukia, c'est pour le renouvellement de l'autorisation du CSA. Ça se fait tous les 5 ans, le CSA, dit si KTV continue ou pas. Nous, on va se retrouver pour un dernier point du matin à midi pour un prochain Flash Info, une édition spéciale. À tout à l'heure.